Messieurs, dames, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce conseil municipal qui portera notamment sur le débat d'orientation budgétaire. Plusieurs pouvoirs. Donc, Cathy Guiborel donne pouvoir à Jérémy Drouillet. Estelle donne pouvoir à Romain. Hubert donne pouvoir à Lucie. Élise donne pouvoir à Christelle. Florence donne pouvoir à Catherine. Serge donne pouvoir à Jean-Paul. Et voilà pour les pouvoirs. Y a-t-il des questions par rapport au procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal du 21 janvier? Ah oui, il faut d'abord un ou une secrétaire de séance. Hubert, très bien, merci beaucoup. Pas de questions, je me vois qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté, merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par le maire, pas grand-chose, pas de grande surprise, des divisions foncières, des signatures de marché qui sont liées à l'espace Fayel notamment et à l'école Charles de Gaulle. Pas de questions, pas de remarques, merci beaucoup. Et donc nous passons au débat d'orientation budgétaire avec la petite présentation. Alors, pas de surprise sur ce débat d'orientation budgétaire. Vous allez retrouver, pour ceux qui étaient au vœu du maire, un certain nombre d'éléments que vous connaissez et qu'on a déjà abordé dans les réunions préparatoires de ce conseil municipal. L'instabilité, même si l'instabilité nationale va un peu mieux qu'il y a quelques semaines, il faut quand même rester très prudent puisqu'on est quand même sur un gouvernement qui, du jour au lendemain, peut être censuré et donc renversé. On va aussi rentrer à partir du juillet dans une période où il peut y avoir une nouvelle dissolution si le président le décide. Donc vous voyez que ça présente quand même nationalement quelques incertitudes. Maintenant, on a quand même un budget aujourd'hui qui a été voté, qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister et qui nous donne un peu quand même de visibilité et qui donne de la visibilité notamment sur le logement avec quelques mesures importantes, notamment le prêt à taux zéro. Qui va permettre aux primo-accédants de pouvoir acheter. Et ça tombe bien puisque nous, on rentre dans une période où on va commercialiser les terrains de la ZAC multisite. Donc tout ça se goupille pas trop mal. Ce sera effectif à partir du 1er avril, le prêt à taux zéro. Donc si vous connaissez des jeunes autour de vous qui souhaitent acheter, à partir du 1er avril, le prêt à taux zéro est possible dans toute la France, dans toutes les communes et pour tout type de logement. On rentre quand même, il faut se le dire, dans une instabilité géopolitique internationale. Vous êtes comme moi, vous avez suivi les dernières actualités. Le président de la République a confirmé qu'il fallait augmenter le budget militaire et que l'argent il va pas tomber du ciel. Donc ça veut dire que forcément dans les années qui viennent, si on augmente le budget militaire qui va tourner vraisemblablement autour de 2 points de PIB d'ici 2026, il a parlé de monter à 5% du PIB. Donc vous voyez que ça représente quelques centaines de milliards et que forcément, si on doit aller vers ce type de budget militaire, il faudra trouver l'argent quelque part. Donc voilà, ça présage forcément de quelques décisions difficiles en matière d'économie à prendre dans les années qui viennent. Voilà pour le contexte. Et tout ça, forcément, cette instabilité politique, elle crée aussi une instabilité économique. Elle n'incite pas nos chefs d'entreprise à investir, puisque beaucoup sont aujourd'hui attentistes et regardent ce qui est en train de se passer avant de décider de reconstruire une nouvelle usine, d'agrandir leurs usines. Ce qui n'est pas totalement le cas sur notre territoire pour le moment, mais qui est clairement le cas dans d'autres territoires. Donc il faut qu'on reste très prudent et surveillé, puisque je ne vais pas vous le cacher, une entreprise qui ne s'implante pas, c'est derrière des recettes fiscales qui ne rentrent pas dans la collectivité, à la fois pour Vitré Communauté, mais aussi pour les communes, puisque je vous rappelle que nous, on touche la taxe foncière, et quand vous avez une entreprise avec une surface construite importante, ça nous fait de la taxe foncière supplémentaire qui n'est pas négligeable à l'heure où on cherche à avoir de nouvelles recettes. Voilà un petit peu pour le contexte
générale, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les chiffres de l'inflation, etc. Ça bouge beaucoup. Donc il faut rester prudent aussi sur les taux d'intérêt. Voilà, parfois on nous annonce à la baisse, parfois on nous annonce que c'est à la hausse. Donc il faut rester prudent sur tout ça. Tout ça, j'en ai parlé. Alors, bon, ce qu'il y a, la revalorisation des bases, vous savez qu'on avait eu, quand il y avait eu beaucoup d'inflation, des fortes revalorisations qui avaient été assez importantes. Là, ce sera une revalorisation des bases fiscales très modérée avec 1,27, 1,7, pardon. Donc voilà, ce ne sera pas phénoménal, mais en attendant, on a quand même un taux d'inflation qui est beaucoup plus bas. Ce qui est à noter quand même, c'est une baisse des dotations sur le fonds vert. Alors, il reste du fonds vert. On espère que la priorité sera quand même donnée à la rénovation des écoles. A priori, c'est ce qui est affirmé. Donc, vous savez on rentre, nous, dans la phase de rénovation maintenant de la partie Charles de Gaulle après l'extension. Donc, on va essayer de capter au maximum des subventions. Quid des subventions dédiées au sport? Il y a encore beaucoup de débats, notamment sur un petit reste de quelques millions d'euros, centaines de millions d'euros des JO qui devraient être réaffectés sur des équipements sportifs. Vous savez aussi qu'on a quelques réflexions sur un équipement, notamment le pôle escalade. Donc on verra si on a moyen d'aller chercher des subventions sur ce projet-là. On va avancer. Alors, maintenant pour parler de Châteaubourg. L'évolution démographique, vous commencez à connaître ma courbe. On est un petit peu en retard quand même, il faut se le dire. On a une cinquantaine d'habitants par rapport à ce que j'avais prévu. C'est lié notamment aux projets qui ont pris un peu de retard, à la ZAC qui a pris un peu de retard. Donc voilà, tout ça devrait rentrer dans l'ordre et on devrait être à peu près sur les chiffres estimés en 2026, c'est-à-dire autour de 8000 habitants. Hein. Je vous rappelle, on a toujours les chiffres en décalage de 3 ans de l'INSEE. Hein. Donc on a eu, nous, cette année, au 1er janvier 2025, les chiffres de 2022 et on n'était pas à 7713, on était plutôt à 7670. Donc vous voyez, on a un petit retard par rapport aux chiffres INSEE. Mais rien d'alarmant, on est sur le trend. Maintenant, le débat, c'est de se poser la question de ce qu'on fera dans les perspectives après 2030. Mais ça, ce sera les débats que nous aurons dans le cadre des municipales qui arriveront. Un des projets importants cette année pour nous, c'est la ZAC Multisite avec des travaux de viabilisation qui avancent bien. Là, ce qui a démarré, c'est le projet Horizon, le lotissement privé porté par C2R Habitat qui va venir compléter en fait, sur toute cette partie-là, notre ZAC multisite. Ensuite va démarrer le projet porté par M. Alain de quelques lots sur cette parcelle 93. Et ici, on a le projet porté par M. Dairel, ici, où là, vous avez déjà des maisons qui sont en train de sortir de terre. Donc tout ça, c'est en train d'être viabilisé et donc la commercialisation démarre samedi puisqu'on a notre réunion où on a invité tous ceux qui s'étaient inscrits sur les listes d'attente et on va communiquer. Il y aura peut-être d'autres personnes, ça se passera dans cette salle. Ici même. Ensuite, alors comment on avance là ? Voilà, très bien. Les différents projets de logement collectif qui sont importants. La résidence senior Aiguillon, on a une visite cette semaine, ça avance bien. Ils sont en train de préparer le parking et les voiries qui sont devant. Donc tout ça, ça suit son cours. Le projet porté par Cap Accession va être livré aussi. Il y a déjà quelques habitants sur place. Il reste quelques voiries à refaire et il y a encore quelques appartements à terminer. Le projet réalité, on est là sur les façades en ce moment. Si vous passez devant, vous voyez des couleurs qui commencent à apparaître. Donc pour l'instant, ce projet porté par Réalité qui connaît quelques difficultés puisque le groupe Réalité est en redressement judiciaire. Mais notre projet, a priori, à l'heure où je parle, va aller au bout puisque tout est quasiment commercialisé. Donc normalement, il n'y aura pas d'arrêt de chantier. Le projet qui est en bas porté par Copalis a été livré et le projet porté par Pierre Promotion est lui un peu décalé dans le temps et sera livré plutôt en 2027. Mais on devrait quand même avoir des démarrages de travaux d'ici la fin de l'année, sur l'année 2025. Oui, Jean-Paul. Sur le dernier projet, je suis laissé dire qu'il y avait maintenant 2 immeubles qui seraient dominants social. Il y aura sans doute une partie, il y a des négociations en cours. Voilà. Tout à fait. Peut-être en accession aidée.
Voilà, il y aura un mix sans doute d'accession aidée. Il n'y a pas de changement de logement, de prestation de logement. Non. Non, non, on reste globalement, alors des petits ajustements, mais ça va vraiment être à la marge. Ça va plutôt être peut-être des optimisations de taille de logement et des adaptations de taille de logement en fonction du public recherché, notamment si c'est du primo-accédant. Il en faut pour tous les publics. Donc voilà, la conjoncture étant bon, voilà, il faut s'adapter. Donc il y aura sans doute des belles opportunités à faire sur ces immeubles-là en accession aidée notamment. Voilà, c'est à surveiller, à regarder. Il y a des négociations en cours, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Mais en effet, il y aura peut-être des belles opportunités. Mais on vous tiendra informé en commission urbanisme quand tout ça sera un peu plus calé. La situation financière de la commune, vous la connaissez, elle est bonne. On arrive à stabiliser notre épargne brute, hein, donc c'est la ligne grise qui est la différence entre les recettes et les dépenses. Donc là, il y avait une année exceptionnelle, mais c'était lié au transfert de l'assainissement. Donc il faut oublier un peu cette année. Et sinon, vous voyez que globalement, on a une petite chute qui est liée notamment ici au coût de l'énergie qui a impacté assez fortement. Mais contrairement à d'autres communes similaires aux nôtres, on arrive à maintenir notre capacité d'autofinancement, ce qui n'est pas négligeable. Le point fort, jusqu'ici, c'était notre délai de désendettement, puisque vous voyez qu'à fin 2024, on est à 1,3. Le seuil critique, on dit que c'est cette année. Ce qui vous sera proposé dans le budget 2025, c'est de refaire un emprunt de 4 millions, 4 millions 5, sans doute 4 millions 5. Ce qui va nous faire remonter à 4 années à peu près de délai de désendettement, ce qui reste très raisonnable et ce qui va nous permettre de terminer l'ensemble des projets qui sont lancés et puis de permettre d'attaquer, enfin voilà, de démarrer le nouveau mandat. Donc voilà, ça fera 10 ans qu'on n'a pas fait d'emprunt. Donc le dernier emprunt était en 2015 sur le budget général. Donc voilà, 10 ans après, on va refaire un emprunt, ce qui est plutôt remarquable et qui montre qu'on a su aller chercher des subventions et puis optimiser nos recettes en vendant aussi des biens pour rentrer de l'argent et puis en préservant notre capacité d'autofinancement. Les indicateurs, je les ai déjà présentés voilà, plusieurs fois, je ne vais pas re-rentrer trop dans le détail. Ce qui reste aussi remarquable, c'est qu'on a des impôts locaux qui restent très en dessous les villes comparables aux nôtres, et sachant que nous, en plus, dans ces chiffres des 425 € par habitant, il y a une grande partie en fait qui est payée par les entreprises. Donc si on regardait les impôts locaux uniquement des particuliers, on serait encore en dessous par rapport à la moyenne nationale. Donc voilà, ça veut dire que si un jour il y a besoin d'augmenter les impôts, on peut encore le faire puisqu'on n'est pas une ville qui a surutilisé, je dirais, la fiscalité pour financer ses projets ou ses dépenses de fonctionnement. Donc c'est plutôt intéressant. On est dans une période, et vous le voyez, 2024 l'a marqué, et 2025 le marquera aussi, de fortes dépenses d'investissement et dépenses d'équipement. C'était déjà le cas en 2024 puisqu'on était à 632 € par habitant, là où les villes comparables sont à 398 €. Ce sera encore le cas en 2025 et même encore un peu plus, puisque vous connaissez les nombreux projets. Je vais en parler juste après. La maîtrise du budget, ça passe par l'optimisation des recettes. Ce qui vous est proposé pour le budget 2025 dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, c'est de ne pas toucher au taux d'imposition. Voilà. On aura sans doute un maintien des dotations diverses et variées. Donc voilà, sur les recettes, on va être sur quelque chose voilà, de stable et de cohérent, avec une légère augmentation des bases, comme on l'a vu tout à l'heure, mais voilà, il n'y aura pas de miracle. En dépenses de fonctionnement, on va être un peu plus strict que d'habitude. Il vous sera proposé de baisser les dépenses de fonctionnement d'environ 100 000 €, ce qui représente 1% à peu près des dépenses. L'idée étant de préserver au maximum notre capacité d'autofinancement. Donc voilà, on va compter sur une politique de l'énergie qui soit plus favorable en 2025 qu'en 2024. Quid des années qui suivent, mais on va espérer
que ça redescende un petit peu. Et puis on avait quelques dépenses qui n'auront pas lieu cette année. Donc tout ça devrait nous permettre de faire normalement, de vous proposer un budget qui sera en dépenses de fonctionnement 100 000 euros en dessous l'année précédente. Fait marquant pour cette année, c'est le programme d'investissement qui va être très important sur les 25 et 26, puisque vous le savez, on a beaucoup de projets en cours. Il y a globalement la salle, enfin, l'école Charles de Gaulle, qui est un des projets principaux avec la salle de sport, l'espace Fayel, mais il y a aussi la gare, et puis il y a le plan vélo avec les nombreux travaux qui ont lieu, et en dépenses de voirie, réseau, il y a tout le secteur de la rue des Cottages et la rue des Vignes qui représente un budget important aussi cette année, et puis il y aura le secteur de Samelène, rue du Vieux Moulin, aussi dans la foulée. Donc tout ça fait un package qui est important, qui va nous amener à vous proposer sans doute un montant d'investissement autour de 9 millions d'euros dans la maquette budgétaire, ce qui sera une année record en matière d'investissement pour la collectivité sur les 2 derniers mandats. Donc voilà, c'est pas neutre, mais c'est digérable et ça doit passer. L'école Charles de Gaulle, bon, vous connaissez les visuels où vous passez devant, la salle de sport qui avance bien aussi, le bardage est en train de commencer à être posé. Il faut reconnaître que la météo ne nous aide pas beaucoup en ce moment, que ça rend les chantiers plus compliqués et le travail des ouvriers sur les chantiers est pas simple du tout, notamment pour tout ce qui est piste cyclable, puisque je ne vous cache pas que travaille un peu dans la gadoue. Les gros projets de pistes cyclables, c'est bien sûr tout le projet rue de Rennes, boulevard rue Fabien Burel, boulevard La Hennec et à revenir boulevard La Liberté. Donc tout ça, c'est en cours. On est en train de faire en même temps, on en profite, les réseaux d'assainissement et d'eau potable. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, qu'il faut creuser un peu plus parce que les réseaux étaient bien profonds, qu'on a dû fermer pendant 15 jours la route de l'entrée de ville, mais voilà, ça va un peu mieux. Ensuite, on aura aussi l'année prochaine, et ça c'est porté par Vitré Communauté, c'est tout le déploiement des pistes cyclables dans la zone de la Gaultière. Donc ça, c'est pas neutre. Et j'étais cet après-midi avec le maire de Servan qui vont lancer les marchés pour la piste cyclable qui permettra de rejoindre le centre équestre, là, aller à Padavis. Donc ça va être aussi assez important. Donc voilà, j'ai confirmé qu'on participerait à hauteur maximum de 50 000 euros. Donc on verra quels sont les marchés et quelles sont les subventions qu'ils vont essayer d'avoir avec la région, puisque ce projet pourrait s'inscrire dans la V6. Donc on va essayer d'avoir un petit peu de la région. Et donc nous, voilà, ça pourrait faire baisser un petit peu la note. Peut-être Vitreco, j'en sais rien, on verra. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils sont en train de préparer le DCE, donc c'est parti, ça se fera. Et dans le même temps, on aura aussi Saint-Didier, qui j'espère va réussir à avancer aussi. Donc tout ça ferait qu'on aura, sur l'année de 25, début 2026, on va vraiment déployer un plan vélo qui est considérable et qui se chiffre du coup au global, alors pas que pour la ville de Châteaubourg, mais qui se chiffre au global quand même à plusieurs millions d'euros. Donc c'est pas neutre, il faut le dire. Dans la conjoncture actuelle, c'est pas en tout cas quelque chose qui a été annulé. L'année 2025, même si c'est pas porté par nous mais par Vitreco, sera aussi une année un peu importante pour les transports en commun. On aura des aménagements d'arrêts de bus, des arrêts de bus à déplacer, tout un travail à faire d'études. Donc on est en train, pour rien vous cacher, on est dans les virgules de la DSP mobilité. Donc pour nous, ce qui va changer notamment, c'est que les communes de Domanier, Saint-Didier, Marpiré et Saint-Jean-sur-Vilaine vont voir leur cadencement par rapport à la gare de Châteaubourg qui va être vraiment augmenté. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un arrêt par jour. Là, on va globalement passer à 3 arrêts le matin, 3 arrêts le soir pour rejoindre la gare et un arrêt en journée. Donc, ce qui permet vraiment d'aller au travail ou d'aller au train sans prendre sa voiture. On retrouvera la boucle de Bron-sur-Vilaine qui verra aussi son cadencement augmenté connecté à la gare.
On retrouve, nous, ce qu'on a voulu conserver dans Châteaubourg, c'est tout ce qui est desserte des écoles, qui était stratégique. Et la nouveauté pour Châteaubourg, c'est la desserte des zones d'activité et de l'ensemble d'entreprises. Là aussi, sur un mode 3 arrêts le matin, 3 arrêts le soir, un arrêt en journée, connecté au train. Donc, ce qui devrait aussi permettre, je l'espère, à des gens de se passer de la voiture pour rejoindre notamment les entreprises qui sont dans la zone de la Gaultière. Et tout ça, c'est en lien, bien sûr, avec le projet d'extension de la Gaultière et avec, demain, on l'espère, l'implantation de nouvelles entreprises et l'arrivée d'encore plus de salariés. La prospective financière qui s'arrête en 2026, puisque c'est la fin de notre mandat et qu'on a été élu que pour ne parler que de 2026. Alors, si je détaille un peu les chiffres qui sont projetés, pas de grande surprise si on regarde. Donc, par rapport à 2024, le total réel des fonctionnements, donc on va avoir quelques augmentations qui sont principalement liées à quelques ventes qui ont été inscrites ici. Alors, ne me demandez plus le détail, vous l'aurez dans le cadre du budget. Mais on retrouve des terrains qui doivent être vendus à Vitré Communauté. On doit retrouver la Maison du Guet qui ne doit pas être encore passé dans les comptes 2024, donc qui sera dans les comptes 2025. Bref, il y a 200 000 à 300 000 euros là, de recettes un peu exceptionnelles qui expliquent cette différence ici par rapport à l'année 2024. Sinon, on est, vous voyez sur les recettes, sur des choses très similaires qui prennent en compte uniquement l'évolution de la population et des bases foncières. Sur les dépenses de fonctionnement, stabilité sur le 0,11 à quelque chose près, un peu d'augmentation du 0,12, forcément, ça c'est normal. Il y a la CNRACL aussi, 56 000 euros qui va venir impacter ce budget-là. Autrement, on est sur quelque chose de stabilité et ici, il y a une baisse sur plusieurs dépenses de fonctionnement. Je vous donnerai le détail dans le cadre du budget. Donc c'est essentiellement ça qui nous permettra d'afficher globalement une baisse de 100 000 euros, vous voyez, des dépenses de fonctionnement. On peut dire globalement qu'on est sur une stabilité de nos dépenses, ce qui nous permet de préserver notre épargne de gestion, de préserver notre épargne brute et de préserver l'épargne nette. On sera encore en 2025 sur une baisse de remboursement du capital, mais par contre, vous voyez qu'en 2026, avec l'emprunt qui sera fait de 4,5 millions, on retrouvera une augmentation des remboursements du capital. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu et c'est ce qui nous permet d'avancer. Voilà, les dépenses d'équipement, je vous en parlais. On sera autour de 9 millions d'euros, 9,6 millions en matière de dépenses d'investissement, alors qu'on est plutôt entre 3 et 5 millions habituellement les autres années. Donc là, on est vraiment sur une très grosse année, mais on a beaucoup de gros chantiers du coup qui vont se terminer cette année. Il y aura sans doute un petit décalage. Je pense qu'on ne sera pas à 9,6 millions dans le réalisé. Il y aura sans doute peut-être 7 ici et un petit décalage de 2 millions sur l'année 2026. Ça, c'est, voilà, ça va dépendre des chantiers. Mais vous savez, entre le moment où vous terminez un chantier et le moment où vous recevez la facture et le moment où vous payez réellement les factures, il y a toujours un petit décalage. Donc, on aura sans doute dans le réalisé un décalage sur l'année 2026. L'année 2026 qui sera une année forcément un peu plus calme puisqu'on est sur une année électorale. Donc, il n'y aura pas de lancement de nouveaux projets. Donc, ça va, voilà, globalement nous permettent de digérer sur 25 et 26 ces investissements. On finira voilà, avec un fonds de roulement qui sera autour de 400 000 si on fait vraiment 9 millions. S'il y a un décalage de 2 millions, vous voyez qu'on retrouvera sans doute 1 million, 1,4 million, 2 millions d'euros de fonds de roulement. Bon, voilà, on a forcément optimiser au maximum les choses et on voit le capital restant dû qui était tombé très bas à 1,7 million qui va remonter avec l'emprunt de 4,5 millions et arriver à 5,8 millions et puis on va reprendre notre descente dans les années qui viennent. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à ces chiffres? Aude? C'est moins une question qu'une remarque. Étant donné qu'il y a une polémique énorme en ce moment au niveau du budget de l'État qui n'est pas équilibré, je voudrais juste que tu rappelles que si le résultat est indiqué en rouge négatif, ça ne veut pas dire que notre budget est déséquilibré, bien évidemment. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le... puisqu'on part avec un fonds de roulement, donc ça, c'est le résultat de l'exercice, mais bien sûr, on s'appuie sur le fonds de roulement et on vient rajouter l'emprunt, donc ce qui permet de digérer, en effet, le résultat négatif en matière
de total avec dépenses d'équipement. Ce qui doit vraiment être équilibré, c'est fonctionnement. Là, on est obligé d'être équilibré. Et puis après, on finance l'investissement par les subventions, par les emprunts et par notre fonds de roulement. Est-ce que c'est assez clair? Voilà. Et puis, on aura l'occasion dans les prochains mois de débattre des années qui suivront. C'est bon pour ça? J'avais prévu pour la presse qui n'est pas là quelques points clés. Si vous devez retenir des choses et si vous devez être amené, je dirais, à vous exprimer sur ce débat d'orientation budgétaire, l'instabilité, voilà, ça fait partie aujourd'hui de nos contraintes. La légère baisse des dépenses de fonctionnement, la maîtrise globalement de notre budget de fonctionnement, le maintien des subventions aux associations. Il faut aussi savoir le dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix de baisser les subventions. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de collectivités qui font ce choix-là, de baisser les subventions aux associations. Ce n'est pas le choix qui vous sera proposé dans le budget 2025. Pas d'évolution des taux d'imposition. C'est aussi un choix que nous faisons. Un niveau d'investissement record avec des investissements à hauteur de 9 millions d'euros qui seront présentés dans le budget. Des projets importants qui vont avoir lieu en 2025, l'école Charles de Gaulle, la salle de sport, la gare, le plan vélo, la ZAC, tout le budget voirie sur le secteur Cottage, rue des Vignes, Saint-Melaine, et puis 4 projets privés qui vont aussi quand même marquer la commune, la crèche, qui est en cours et qui avance très vite. Je vous invite à passer voir, c'est de l'ossature bois, donc ça va très très vite. Ça sort de terre à une vitesse phénoménale. La piscine qui avance aussi à une vitesse assez incroyable. La résidence senior qui va être livrée. Et le village des solidarités aussi qui, dans sa première partie, sera aussi livré avant l'été. Donc voilà, il y a 4 projets structurants aussi portés, pas par nous forcément. Et j'aurais pu rajouter aussi la maison de retraite qui va terminer aussi sa phase de travaux assez importante. Donc on repart quand même avec une maison de retraite quasi neuve, avec une capacité d'accueil en accueil de jour, en Alzheimer qui est assez intéressante pour la commune. On va repasser à 80. Voilà, mais avec aussi de l'accueil de jour. Donc ça, c'est voilà, et unité Alzheimer. Et on repart avec une résidence qui est quasiment neuve. Donc on est reparti pour plusieurs dizaines d'années. Nous, avec la résidence qui est juste derrière, voilà, il y a vraiment là un outil qui est quand même très intéressant. Donc voilà, l'année 2025 sera vraiment marquée par des livraisons importantes. Et puis le dernier point à retenir, c'est le recours à l'emprunt sur le budget général après 10 ans sans avoir fait d'emprunt. Donc c'est pas neutre non plus. Voilà pour ce débat d'orientation budgétaire. Voilà ce qui vous sera proposé dans le budget 2025. Merci pour tout le travail qui a été fait par les services, par les adjoints et par les commissions. Voilà, les différents arbitrages qui ne sont pas toujours faciles, mais qu'il faut faire pour étaler tout ça, savoir patienter un petit peu avant de faire les projets qui arriveront. L'année 2026, comme je l'ai dit, sera une année d'élection, donc je pense qu'on sera en effet plus sur des investissements un peu récurrents qu'on a peut-être mis de côté cette année, mais qui permettront d'être faits en 2026, puisqu'on n'aura pas forcément de nouveaux projets à présenter sur 2026. Voilà pour ça. Y a-t-il des questions? Des remarques, des observations? Eh bien, écoutez, de toute façon, je crois qu'on ne vote pas. Si on vote le fait que je vous l'ai présenté. Donc, est-ce que quelqu'un est contre le fait que je vous ai présenté ce débat d'orientation budgétaire? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 18. Et je passe la parole à Bertrand. Donc la révision du règlement budgétaire et financier de la ville de Châteaubourg. Par délibération en date du 19 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé le règlement budgétaire et financier de la commune. Aujourd'hui, dans la mesure où la collectivité souhaite mettre en place la gestion pluriannuelle à partir du budget 2025, il est nécessaire de modifier le règlement budgétaire et financier dans ce sens en y incluant une nouvelle partie sur ce thème. Donc c'est l'annexe, vous l'avez en annexe, et c'est la partie 2, paragraphe 3.2. Cette dernière définit la gestion pluriannuelle via la mise en place d'autorisations de programmes et crédits de paiement. Elle précise également les modalités de création, de révision, d'annulation
et de caducité des autorisations de programme, tout comme la modularité des crédits de paiement. En clair, ça permet de lisser nos investissements et de ne pas être obligé d'emprunter pour pouvoir, en fait, une grosse somme, et ça permet de lisser sur plusieurs années. Ouais. En fait, normalement, quand vous commencez un investissement, vous devez inscrire au budget la somme totale de l'investissement, même si c'est fait sur 2 années, par exemple. Admettons, vous avez un projet à 4 millions d'euros, vous le démarrez en 2025, vous devez inscrire normalement les 4 millions d'euros au budget. Alors qu'on sait très bien qu'il y aura peut-être que 2 millions cette année et 2 millions l'année prochaine. Donc ça évite en fait les écritures un peu fictives, puisque si vous mettez les 4 millions, en face, vous mettez un emprunt fictif pour combler. Donc là, on va passer en ce qu'on appelle quelque chose que vous avez peut-être entendu, les APCP, ce qui permet en fait d'inscrire réellement ce qu'on va dépenser et ce qui évite de gonfler artificiellement le budget d'investissement, alors qu'on sait très bien que tout ne sera pas dépensé sur cette année et que le projet va s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette délibération? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 19. T'y vas? Puis je donnerai mon avis. Vous la connaissez, cette délibération, on en a déjà parlé. Alors, donc, suite à un jugement de la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine, le comptable public demande de présenter un état des produits en non-valeur pour créance éteinte, donc un nouveau montant, parce qu'on vous avait donné un montant de 5 559,07 €. Et on a eu un courrier donc, de la trésorerie hier, donc, qui nous informe qu'il faudra ajouter les deux sommes qui sont de 351,93 € et 271,93 €. Tout ça parce que c'est la date du jugement d'effacement de la dette du 25 juin qui prime sur la date de recevabilité de son dossier le 25 avril. Et donc on se retrouve en impayé au global à 6 182,93 €. Aucun nouveau moyen de poursuite n'étant possible, il appartient au conseil municipal de statuer sur l'admission en créance éteinte de la totalité de la créance susvisée. Donc, tu vas le proposer? Je vais te laisser proposer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de s'abstenir. Enfin, en tout cas, moi, je m'abstiendrai. Vous faites ce que vous voulez. On a une décision de justice. Alors, c'est difficile d'être contre une décision de justice, malheureusement. Mon abstention, en tout cas personnelle, elle s'explique parce que je trouve que on n'a pas été assez accompagné par la trésorerie et assez suffisamment tôt pour nous alerter, et que je trouve que c'est un peu facile de faire un effacement comme ça. C'est les collectivités qui sont déjà dans des situations financières pas toujours évidentes, qui à chaque fois sont obligées de s'asseoir sur ces montants. Et puis là, on nous rajoute encore d'autres montants. Donc moi, en tout cas, mon vote personnel sera une abstention pour toutes ces raisons. Non pas contre la décision de justice, mais plutôt contre, je trouve, le manque d'accompagnement, de réactivité dès les premiers mois, en fait, puisqu'on sait que quand on intervient dès les premiers mois, on peut trouver des solutions, on peut mieux accompagner la personne que d'attendre que ça se cumule, et puis un jour on nous dit voilà, il y a 6 000 balles, tant pis, vous vous asseyez dessus, et puis c'est pour notre pomme. Donc même si là, je dirais, la personne repaye ses loyers, et tant mieux, parce que voilà, elle a sans doute retrouvé des ressources, mais on aurait sans doute été en capacité de mieux l'accompagner plus tôt, et peut-être en effet de s'asseoir sur quelques loyers, mais pas 6 000 €. Quoi. Donc voilà pourquoi moi je vais m'abstenir, mais vous faites ce que vous voulez. C'est pas contre la personne qui a pu rencontrer toutes ces difficultés, et je les comprends. C'est pas contre la justice, c'est difficile d'être contre la justice. Je comprends les effacements de dettes, ça peut arriver. Là, c'est vraiment plus contre le fait que on est mis un peu au pied du mur, nous, collectivités, et que si on avait réagi plus tôt, on aurait peut-être mieux accompagné socialement la personne en difficulté. Voilà les raisons de mon vote. Voter contre, on n'a pas trop le droit, donc ce sera une abstention. Oui. Oui. On nous demande de voter un truc qui est déjà décidé.
C'est ça qui m'énerve. Je dois la présenter et en gros on me dit il faut voter pour. Je dis bah non. C'est pour ça qu'on peut s'abstenir. L'abstention, ça va faire un peu de remous. Je pense qu'à la préfecture, on va faire mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense qu'ils ne sont pas habitués. Mais c'est aussi pour alerter, pour en fait dire il faut pas que ça se reproduise, quoi. Enfin, faut pas se leurrer, les 6 000 euros, on les récupérera pas. Il y a une décision de justice, donc on va être soumis à la décision de justice. Donc je pense que cette délibération, on nous demandera de la repasser en conseil municipal et de voter pour. Alors, je pense qu'on va nous forcer la main. Mais en tout cas, aujourd'hui... Ah oui, ils vont pouvoir prendre la décision eux-mêmes. Voilà, le préfet va prendre la décision lui-même. Mais l'idée là, c'est de montrer, de dire, non, c'est trop facile. Voilà. Non, on ne sait pas. En fait, nous, les titres, tu les payes, tes loyers sont payés au trésor public. Et donc, en fait, on nous donne pas assez d'éléments, on nous dit pas, on nous prévient pas en fait. Hein? Non, on nous dit, mais plusieurs mois après. En fait, ils font des démarches auprès des personnes. Donc, c'est des courriers absolument illisibles. C'est très administratif. Je bosse dans l'administration. J'ai vu les courriers, ça ressemble à rien. Donc, il faut comprendre le truc. Les personnes, si elles sont en mal-être, elles lisent juste pas les courriers. Donc, ça sert à rien. Nous, on n'a pas l'info. Et quand des mois et des mois après, il y a un dossier qui est déposé, au bout d'un moment, heureusement pour elle, elle a pu se faire accompagner par une personne je pense qu'il a aidé à monter le dossier. Ça, c'est une très bonne chose. C'est passé en commission de surendettement. Qui est invité? Le trésorier? La commune? Non. Il y a un problème. En fait, nous, on est un peu les dindons de la farce. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne nous invite pas, on ne nous alerte pas, et après, on nous demande de s'asseoir sur 6 000 euros. 6 000 euros, c'est la subvention du club de foot. Enfin, quelque chose près. Le hand, peut-être. Enfin bref, ça représente la subvention annuelle d'une grosse association sportive à Châteaubourg, quoi. Donc c'est pas neutre quand même. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de marquer le coup. Je ne sais pas si ça aura des répercussions, mais si ça peut au moins changer la forme et qu'on soit associé un peu plus, c'est un peu l'objectif de mon vote ce soir. Okay. Oui. Ouais. J'entends qu'on puisse pas voter contre, mais qu'est-ce qu'un contre ou plusieurs contre entraînerait comme conséquence juste? Est-ce qu'il y en a? Si oui, quoi? Ouais. La décision sera attaquée par la préfecture, etc. On va rentrer dans une phase de... ça arrive aussi à des propriétaires privés. Mais le propriétaire privé, il est au courant tout de suite. Le propriétaire privé, il sait tout de suite. Donc il essaye de réagir tout de suite. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pu réagir assez vite. Bien sûr, ça, c'est le droit du locataire, ça. C'est le droit français. Voilà. Donc je mets au vote qui est pour, qui s'abstient. Donc abstention à l'unanimité. Très bien. Merci beaucoup. Qui est contre? Ouais, tout le monde a voté, donc tout à fait. Aude, délibération numéro 20. Si vous voulez bien, Monsieur Droyer, je vais attendre que le maire me passe la parole. Merci. Donc, délibération numéro 20, il s'agit du règlement intérieur. Alors, il y en a plusieurs à voter sur le règlement intérieur. Je ne sais pas si on le fait. Tu les présentes tous et puis on vote à suite. Allez. Dans un premier temps, règlement intérieur concernant l'équipe entretien, le cycle de travail de l'équipe entretien. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que avant, l'équipe entretien commençait à 6h30. À partir de maintenant, elles commenceront à 6h. C'est pour rendre de meilleurs services, notamment dans les écoles, pour que les agents d'entretien ne soient pas au même moment dans les classes que les ATSEM et les instits. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions, ok. Autre modification dans le règlement intérieur, la police municipale. Il ne nous a pas échappé que nous avons maintenant 2 policiers municipaux. Donc il convient de faire en sorte, et c'était l'objet de cette création de poste,
qu'ils puissent alterner leur temps de présence sur certains créneaux, notamment le samedi journée où ils seront en alternance. Ils ne seront pas 2 en samedi journée, ils ne seront qu'1. Et par ailleurs, leur amplitude horaire est un peu plus importante, bien sûr. Donc vous avez la répartition sur le tableau joint. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Donc Guénaël finit sa formation là. Donc là, ça y est, il va être d'ici, il doit lui rester encore quelques formations sur février, mais globalement en mars, mi-mars, il sera là à 100%, donc ce qui va être bien. Ils vont pouvoir tourner beaucoup plus. On en avait déjà parlé, mais on va tester et déployer sur le quartier des Coteaux de Cheminel, donc route de Cervon, un dispositif type voisin vigilant. Globalement, on va essayer de s'appuyer sur une boucle WhatsApp qu'on va essayer de créer, de mettre en place. Donc, l'objectif étant de sensibiliser au maximum un quartier, voir tout ce qu'on peut faire. L'idée, c'est d'expérimenter d'abord sur un quartier, de voir un peu ce qu'on doit améliorer ou pas. Donc voilà, vous allez en entendre parler. Il y aura une réunion publique qui va caler, une réunion pour les habitants de ce quartier. Il y aura un référent par quartier aussi, un ou deux d'ailleurs peut-être, de désigner pour aussi relayer, animer. L'idée étant de sensibiliser, d'alerter, et nous, que ce soit en lien directement avec notre policier municipal, avec nos 2 policiers municipaux, pour essayer d'être réactifs aussi quand il y a par exemple une voiture un peu étrange qui tourne dans un quartier, que les voisins puissent tout de suite remonter, signaler et que ça revienne vite aux policiers municipaux pour qu'on puisse nous réagir. Donc voilà, ça fait partie du projet de service de la police municipale. L'objectif étant bien sûr de faire baisser au maximum les cambriolages qui avaient eu tendance à monter ces dernières années à Châteaubourg, qui sont redescendus sur l'année 2024. Et donc on va essayer en 2025 de continuer cette baisse. Délibération suivante ? Absolument. Autre modification du règlement intérieur. La plage horaire disponible pour les agents qui souhaitent faire don de leur sang auprès de l'établissement français du sang. Jusqu'à présent, l'autorisation portait sur le temps de présence de l'EFS à Châteaubourg, à savoir de 14h30 à 17h30. L'EFS est désormais présent dès 8h45. Donc il est proposé, si vous êtes d'accord, d'autoriser les agents, évidemment toujours en fonction des nécessités de service, de s'absenter entre 8h45 et 17h30. Autre modification du tableau des effectifs liés à des postes, nous proposons de créer 3 postes. Un poste d'agent d'entretien et périscolaire, donc il est à la fois 21h en entretien et 7h en périscolaire, et 2 postes d'agent d'entretien à hauteur de 31h. Et enfin, de faire un peu de nettoyage dans le tableau des effectifs. Depuis 10 ans, traîne un poste ouvert à 8h75, qui n'a rien à faire là, qui est vacant depuis fort longtemps. Donc hop, on l'élimine si vous voulez bien. Et puis un poste d'agent de restauration à 18h50 qui a été transformé récemment. Il s'agit de personnes qui étaient en contrat jusqu'ici, et donc là, c'était notamment pour la médiathèque. Donc on avait pris au départ des contractuels pour voir quel était le niveau d'entretien qu'il fallait caler. Donc là, il s'agit de la création des postes permanents, mais on n'est pas en termes de masse salariale, on n'est pas sur l'ajout de postes, mais on est vraiment sur la régularisation, on va dire, la titularisation, la stagiarisation, la pérennisation, d'agents qui sont déjà en poste, notamment. Et l'adaptation des heures qui vont avec. Je mets aux voix toutes ces délibes, Madame la première adjointe. Alors la délibération, j'ai cru que tu allais faire tout le conseil, je me suis dit mais elle va s'arrêter. Donc je mets la délibération numéro 20 sur le cycle de travail de l'équipe entretien aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Je mets la délibération 21 sur le cycle de travail de la police municipale au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Je mets aux voix la modification du règlement intérieur pour l'EFS, don du sang. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Je mets aux voix la délibération 23 sur le service entretien périscolaire, les postes créés et supprimés. Qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 24, toujours Aude. Alors la délibération 24 porte sur le régime indemnitaire cette fois-ci et une petite régularisation assez technique.
Pour ce qui concerne la prime annuelle, les agents qui travaillaient chez nous jusqu'à présent en tant qu'intérimaires, dès lors qu'ils étaient ou stagiairisés ou titularisés chez nous, ne se voyaient pas bénéficier de leur ancienneté. Et là, la proposition, c'est de faire en sorte que si leur manière de service est plus que satisfaisante, donc là, évidemment, c'est le N+1 et le N+2 qui en jugeront, alors ils pourront bénéficier de leur ancienneté pour faire valoir leur prime annuelle. Voilà, globalement. Est-ce que c'est clair ? Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. La délibération 25 est reportée. Annulée même. La 25. On a un petit, c'était sur la mise à disposition pour le SDIS. Voilà, il y a un petit problème d'assurance et tout ça. Donc on va faire ça autrement. Donc voilà, ça vous sera réexpliqué, mais ça sera fait différemment. Le relais petite enfance, Christelle. Bonsoir. Donc, approbation du conventionnement avec les communes membres. Relais Petite Enfance du Pays de Châteaubourg, c'est donc un service mis en place en 2018 entre les communes de Châteaubourg, Cornillé, Domanier, Louvigné-de-Baie, Saint-Aubin-des-Landes et Saint-Jean-sur-Vilaine. Depuis 2021, la commune de Poissy-les-Bois a également intégré ce partenariat. Il est rappelé que la ville de Châteaubourg assure le pilotage et la coordination du projet RPE. Afin de définir à nouveau entre chacune des communes membres les modalités de fonctionnement du projet, une convention doit être établie. La proposition de convention est annexée à la présente délibération. Elle précise notamment pour chaque commune la mise à disposition des animatrices. Elles sont 2. Les locaux mis à disposition pour chaque commune pour assurer les matinées d'éveil et les permanences. L'articulation entre le RPE et le cas échéant avec l'association locale. Les modalités de participation financière, notamment la répartition du reste à charge de chaque commune, détaillée comme suit. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la répartition et du total. Donc, suite à la présentation du sujet en commission 4 du 29 janvier 2025, il est proposé au conseil municipal d'approuver la présente convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci Christelle. RPE de Châteaubourg, souvent cité en exemple à Vitré Communauté, donc il faut le dire quand c'est bien. Donc maintenant que j'ai aussi cette casquette-là, j'entends parler forcément des différents RPE, et c'est vrai qu'on est quand même relativement en avance dans tout ce qu'on déploie et dans tout l'accompagnement qui est fait. Donc il faut savoir le dire quand ça fonctionne bien. C'est l'occasion de dire un grand merci à notre responsable du secteur éducation, à nos 2 animatrices qui font un travail formidable. Et qui sont très très avides de mettre en place, de s'emparer des outils qui sont mis à leur disposition, et notamment le dernier dispositif CAF qui est la CTG. Et ça se ressent à tous les niveaux au RPE. Donc voilà, un grand merci à elles. Très bien, je vous propose de mettre aux voix ces conventions, ce conventionnement avec les communes membres. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Délibération 27, toujours Christelle. Accueil de loisirs, tarif des séjours courts pour les vacances d'été 2025. Donc, dans le cadre des activités de l'accueil de loisirs Plume, il est nécessaire de fixer les tarifs des séjours courts organisés durant les vacances d'été. Ces séjours seront encadrés par 2 à 3 animateurs. Excusez-moi, ma page ne tourne pas. Donc, la commission 4, réunie le 29 janvier 2025, a retenu les tarifs et les modalités de règlement suivants. Donc, un premier séjour du 8 au 11 juillet à la base de loisirs de la Rincerie. Donc, je vous laisse prendre connaissance des tarifs qui sont répartis selon les tranches de quotient familial habituelles, de 1 à 6. Et donc, les tarifs vont de 148 à 240 euros avec les 30% d'art mentionnés à droite. Et ensuite, un séjour du 21 au 25 juillet 2025 à la base de loisirs de la Rincerie, toujours. Et cette fois-ci, c'est 14 enfants de 9 à 12 ans. Oui, je ne l'avais pas précisé, le premier, c'était 14 enfants de 6 à 8 ans. Donc, 2 groupes en fonction des âges. Alors, celui-là est un peu moins cher, tout simplement parce qu'ils seront sous tente et non plus en dur. Les petits seront logés
voilà, en bâtiment, et les plus grands seront sous tente. Y a-t-il des questions par rapport à ces tarifs? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 28, toujours Christelle. Voilà, on passe à la culture avec la société Creacom Games qui nous a contactés et qui édite des jeux de plateau sur les départements français sous forme de chasse au trésor. Elle a ainsi lancé l'édition du jeu Circino, le chasseur de trésors, destination Ille-et-Vilaine. Et l'association est soutenue dans sa démarche par Ille-et-Vilaine Tourisme. Donc la ville a été sollicitée pour faire partie des communes du département mises en valeur à travers ce jeu. Le partenariat est absolument gratuit et la commune s'engage à transmettre des éléments de contenu, des textes et des visuels pour la création du jeu et conserve un droit de regard sur la maquette. Donc, considérant l'intérêt de cette mise en valeur, la ville a souhaité participer pour acter le partenariat. Une convention est mise en place détaillant notamment l'objet du partenariat et les engagements des parties. Bon, c'est pas le Monopoly, mais c'est bien. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 29. Daniel. Alors, modification du règlement d'affichage temporaire. Micro. Pardon. Merci. Supports municipaux. La ville dispose d'un règlement encadrant les affichages temporaires sur les supports dédiés, sur les supports grillagés, systèmes de fixation notamment, et les demandes relatives à des fléchages. Ces demandes d'affichage émanent de partenaires, associations, établissements scolaires et autres, pour majoritairement l'annonce d'événements. Afin de répondre au mieux aux demandes, il est proposé de modifier ce règlement sur 3 aspects. Délai de demande, il convient de le passer de 2 à 3 semaines minimum avant la date de manifestation, afin d'étudier la faisabilité de la demande et proposer des adaptations si besoin. Support grillagé de la bretonnière, il est proposé d'y autoriser l'affichage de banderoles. Taille des banderoles, il convient également de prévoir une taille maximale de 2 mètres de large et 0,90 m de haut, afin de pouvoir afficher au moins 3 banderoles par support. Suite à notre commission du 15 janvier, il est proposé au conseil municipal de valider ces modifications apportées au règlement. Merci Daniel. Délibération hautement stratégique. Je relatais en aparté que pour moi ça devrait... Je ne comprends même pas que la loi ne change pas. Ça devrait pas être dans un conseil municipal ce type de délibération. Bon, c'est comme ça. C'est le fonctionnement des administrations et des collectivités territoriales. On n'y peut rien. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 30, programme de voirie. Aude? Alors là, c'est nettement plus important et beaucoup moins sensible. Programme de voirie, donc nous avons quelques moins-values, notamment par rapport à 2 bornes d'apport volontaire qui ne sont pas réalisées. Donc nous avons annulé ces dépôts-là rue des Mouettes et en revanche, moins-value à hauteur de 5 670 € hors taxe. Et une plus-value pour une modification de stationnement devant l'église Saint-Melaine. Voilà. Donc pour une plus-value pour le coup de 8 700 € et 60 centimes. Donc le montant de l'avenant s'élève positivement à 3 030 € 60 hors taxe. Il y a notamment, on a rajouté des bornes d'apport volontaire un peu plus, puisqu'il y a le nouveau quartier Cap Accession qui va venir dans cet îlot-là. Donc voilà. Et il y a une prise en charge, une partie est prise en charge d'ailleurs par Cap Accession. Il y a un financement, dans ces coûts des 8 000 €, il y a une partie qui est prise en charge notamment par le promoteur. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 31. Alors la délibération numéro 31 n'est autre qu'une précision sur une délibération passée le 2 décembre 2020 concernant les effacements de réseau, changement de montant également. C'est la raison pour laquelle la convention n'est pas annexée. Donc il convient de prendre en compte l'estimation des travaux à hauteur de 30 499,70 € avec une participation, une subvention de SDE
à hauteur de 40%. Donc nous estimons la participation de la commune à hauteur de 18 300 € à peu près. On verra le moment venu. Voilà. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 32. Bertrand. Alors, la 32 et la 33, ce sont des avenants. Donc, le 32, avenant au marché de déconstruction et reconstruction d'un équipement sportif, donc de Fayel. Alors, au niveau charpente, EMG, plus 5 159 €. Menuiserie extérieure, Thiebaud, moins 51 179,46 €. C'était un remplacement de châssis extérieur. Pour les menuiseries intérieures Binois, plus 738,23 €. Pour les plafonds suspendus, Gauthier Plafond, plus 114,80 €. C'est l'ajout d'un isolant au-dessus du plafond. Pour le chauffage, ventilation, plomberie, Hamon Mollard, plus 2465,09 €. Pour l'électricité, Bernard, plus 9 597,91 €. Bernard. Donc, le montant global des travaux initialement de 3 587 895,89 € hors taxe est désormais de 3 567,99 € centimes hors taxe, soit une variation de moins 0,57%. Oui, il y en a, oui, mais bon, ça ne va pas durer. Merci Bertrand. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 33. Donc là, c'est une réhabilitation de la gare, un avenant. Donc le montant global des travaux est donc. Ah oui, c'est ça. Le montant initial du lot numéro 3, couverture, était de 46 186,60 €. Donc la SNCF a demandé à effectuer certains travaux de nuit. L'avenant donc, vise à prendre en compte l'augmentation du coût de la main-d'œuvre en raison de la majoration de salaire du travail effectué de nuit et des travaux de sécurisation, 3 nuits. La plus-value est de 1 750 € hors taxe et le nouveau montant du lot serait alors de 50 480,72 €, soit une augmentation de 9,30%. Y a-t-il des questions? La gare, fin des travaux. Mais ouais, allez. Avec un peu de sécurité, début mai. Ça avance bien. Là, ils vont être sur les sols, je crois. C'est beau, hein, non, mais je sais pas si vous. C'est vrai que je suis allé voir tout à l'heure. Ouais. Non, c'est chouette. On est impatients. Ils ont remis mais ça fait un mois déjà, il paraît, donc le distributeur de billets. Et donc après, il y aura le distributeur de café. Très bien. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. On continue, on est toujours à la gare. Et là, c'est Daniel Cochery, Le Loyer. Après ces dépenses, il faut des recettes. La commune de Châteaubourg souhaite louer à la société chez Lexa le local commercial situé 2 places de la gare pour y installer son activité. Cette location sera conclue sous forme d'un bail commercial. Le loyer mensuel sera de 800 € hors charge. Il sera révisé chaque année selon les conditions fixées dans le bail. Le locataire sera également redevable auprès de la commune de la quote-part de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lui incombant. Décision mise au vote. Suite à la présentation du sujet en commission du 3 et 17 avril, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en location du bien sous la forme d'un bail commercial à la société Lexa, d'approuver les conditions de la location décrites ci-dessus, de confier la rédaction du bail à Maître Lével, notaire à Châteaubourg. Ah, c'est Mével, j'ai dit quoi? T'as rien. Bon. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci.
Y a-t-il des questions, hein? Donc c'est toujours le torréfacteur avec production, vente de café et puis un petit espace pour pouvoir se restaurer du snacking, on va dire ça comme ça. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et nous passons à la délibération 35, Hubert. Je mets loin. Je vous propose de passer quelques délibérations les deux premières délibes en même temps. Ça concerne effectivement des servitudes de canalisation, si vous voulez bien. La première, effectivement, on le retrouve sur le plan qui vous est proposé, donc une servitude qui concerne les vergers de Châteaubourg, donc qui va effectivement de leur établissement jusqu'à la station. Et on voit effectivement qu'elle traverse le secteur des petites bonnes maisons. Et c'est ce pourquoi, effectivement, c'est l'objet de cette délibération qui fait effectivement, qui regroupe 2 canalisations, un réseau électrique et une fibre. Donc c'est l'objet de cette délibération, une servitude, effectivement, pour passer sur le secteur des petites bonnes maisons. Ça, c'est pour la délibération 35. Et pour ce qui concerne la délibération 36, qui concerne également une servitude, cette fois-ci, c'est pour GRDF. Donc, tout le monde localise effectivement la mairie, le parking de l'hôtel de ville. Donc, c'est dans le cadre de ces travaux d'extension de l'école Charles de Gaulle. On voit le petit bout, effectivement, en pointillé. Et c'est l'objet de cette servitude, effectivement, concernant GRDF. Voilà pour les 2 premières délibérations. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix pour la première délibération, la délibération 35, les vergers. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération 36 pour GRDF. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 37, qui est reportée. Absolument. Parce qu'il nous manque des éléments. Donc la 37 est reportée. Oui, parce que le commissaire enquêteur Tout n'a à fait. pas fourni son rapport. Ouais. Donc délibération 38 désormais. 38, alors même chose, je propose qu'on passe peut-être la 38 et la 39 simultanément, puisqu'elles concernent le secteur des petites bonnes maisons. On vous a réidentifié un peu les différents secteurs avec les lettres qui conviennent, puisque effectivement on a les îlots E et F qui sont des îlots à propriétaire de Monsieur Duret-Taille, et les autres qui effectivement sont la propriété de la commune. Et il convenait effectivement de mettre en harmonie le cahier de cession de terrain des îlots E et F avec donc les autres îlots, et notamment de le mettre en harmonie avec le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, donc sur la ZAC multisite pour le secteur des petites bonnes maisons. Donc ça, c'est pour une délibération, la 38, qui concerne les lots E et F. Et même chose pour ce qui concerne la délibération 39, mais cette fois-ci pour tous les autres lots qui figurent en vert, donc pour mettre en cohérence le cahier des prescriptions architecturales urbaines avec le 3CT, c'est-à-dire le cahier des charges de cession de terrain, tout simplement. Parce qu'il y a eu des modifications, hein, tout simplement pour expliquer, effectivement, de réglementation, notamment pour ce qui concerne les clôtures et autres prescriptions un peu particulières, donc de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit assez harmonieux dans le secteur. Donc il convient effectivement de modifier un petit peu ces réglementations. Y a-t-il des questions? Aude? J'ai une question qui n'a rien à voir avec la réglementation, mais j'ai plutôt une question technique. Étant tenu de nommer les îlots ABC, etc., alors que nous avons déjà délibéré pour le nom des rues, d'ailleurs des noms de rues de sportifs, ne peut-on mettre plutôt le nom des rues que des îlots A, B, C? Question. Je pense qu'effectivement, c'est surtout pour les points de livraison qui concernent les parties énergétiques, points d'eau, les livraisons des points d'eau et autres. Comme les adresses n'existent pas encore forcément, mais sur les documents originaux, en fait, ces lots-là sont déjà identifiés, alors que les rues ne sont pas encore identifiées sur les documents dont ils disposent. Dans le dossier administratif de la ZAC, en fait, on est encore sur des lots et on n'est pas encore officiellement sur le nom des rues. C'est tout. Non, mais pas de question. Mais la question était pertinente. Je mets aux voix 38... Ah non, Jérémy, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Non, je voulais juste savoir, est-ce que pour le secteur Horizon et ce qui est à côté, ils seront soumis au même cahier des charges ou pas? Oui. Ok. Oui. Il y aura une harmonisation globale, en effet. Oui, mais c'était même plus prescriptif encore. Oui.
Dans l'esprit, ouais, là, il y a un peu plus de prescriptions pour essayer d'être cohérent en fait par rapport aux bâtisses existantes, puisque là, on a des vieilles bâtisses en pierre. Donc là, c'est un peu plus prescriptif pour garder en effet le côté qualitatif et l'esprit qu'il va y avoir. Tout à fait. C'est l'espace public. Il y aura une rétrocession. Donc ce sera à nous de... Oui, mais non, ce sera à nous. Alors vous gardez de la cohérence quand même. Hein? Donc on n'oublie pas le nom des pommes. Très bien. Allez, je mets aux voix. On va pas refaire le match. Délibération 38. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération 39. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous allons à la coupelière avec la délibération 40. Et 41, je vous propose. Et 41, tu fais les deux à suivre du coup? Oui, parce que ça concerne le prix après la deuxième. Donc effectivement, la coupelière, je ne sais pas si tout le monde localise, effectivement, MG2 Mix. Vous avez la 4 voies qui est juste au-dessus. Voilà, parfait. Donc vous voyez la 4 voies qui est juste en bas. Direction Rennes à gauche. Et donc effectivement c'est l'établissement MG2 Mix. Donc on aperçoit donc cette zone qui est découpée par les pointillés rouges qui était du domaine public. Et donc MG2 Mix, dans le cadre de son évolution, a sollicité effectivement l'acquisition de cette parcelle, donc qui effectivement n'est plus utilisée pour ce qui concerne effectivement le domaine public. Bien au contraire, donc il n'y a pas de souci concernant ce déclassement. Ça représente une surface de 1538 mètres carrés. Donc effectivement, et le prix donc proposé pour cette cession correspond effectivement à 34 000 € net vendeur, correspondant à la valeur estimée par France Domaine, donc ce qui fait à peu près 22 € du mètre carré. On prend, on savait même pas que c'était à nous. C'est pas grave. Non mais c'est vrai que moi je savais pas que c'était une... En fait, ça a toujours été occupé par les habitants de l'ancienne ferme qui était là, en fait, qui l'entretenaient, qui le... En fait, on n'a jamais mis les pieds sur ce terrain-là, quoi. Donc voilà. Ouais. Voilà. Je mets aux voix délibération 40. Qui est contre? Qui s'abstient? Et délibération 41. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons au DIA. Allez. DIA 2025-01, donc une habitation qui se trouve 3 rue du Souvenir, avec une superficie de 666 mètres carrés. Donc dans ces découpages, effectivement, puisque ça c'est l'ensemble des lots rue du Souvenir, on a une parcelle de 666 mètres carrés. Pas de préemption. La DIA 2025-02, une habitation qui se trouve 1 place de l'hôtel de ville, et on va en avoir quelques lots comme ça, effectivement, puisque certains sont vendus. Donc pas de préemption. Donc c'est l'immeuble, c'est l'immeuble, on en parlait en aparté tout à l'heure, qu'on a visité dans son intégralité avec Hubert et puis avec Claire et les agents du service Urba Travaux ce matin. Et c'était très qualitatif. Enfin, on était agréablement surpris de la qualité de la rénovation. Les appartements sont livrés tout équipés, cuisine équipée, avec l'électroménager, salle de bain équipée, avec des niveaux de prestations qui sont quand même vraiment intéressants. Et donc il y avait 9 logements et c'était 6 ou 7 déjà sont vendus ou réservés, enfin bref. Et ce soir, Claire me disait qu'il y avait encore beaucoup de visites pour les 3 derniers. Il y a de tout. Alors c'est 2 chambres maximum, 2-3 chambres. Il y en a un, il y a le triplex. Il y en a un qui est un peu plus grand, de 100 mètres carrés. Il y en a un qui fait 100 mètres carrés, un triplex, c'est le plus grand. Et sinon, on a des petits studios, on a des 2 pièces. Mais c'est bien rénové, j'avoue qu'on a été très agréablement surpris. Et donc là, ils démarrent le dernier ravalement de façade rue du Maréchal Leclerc, puisqu'ils ont fait déjà un côté. Donc là, ils attaquent la dernière partie. Après, ils vont remettre tout bien. Il y a aussi l'aménagement de 2 petits jardins avec terrasse qui sont vraiment très chouettes. Enfin voilà, même le choix des matériaux...
Dans la cuisine, on retrouve au sol, par exemple, des carreaux, je ne sais plus comment on appelle ça, un peu carreaux de ciment, voilà, un peu à motif et tout, qui sont vraiment très chouettes. Le parquet, quand ils ont pu conserver les parquets d'origine, ils ont conservé les parquets d'origine. Après, c'est de l'ancien, faut aimer, c'est biscornu, c'est atypique, mais ça a été vraiment bien rénové. Oui, tout à fait. Complètement rénové, le hall d'accueil a été complètement rénové. C'est vraiment une belle rénovation au cœur de ville. Quand on voit, moi je l'ai visité avant, je peux vous dire que c'était dans un état d'insalubrité totale et ça a été globalement bien refait et surtout de façon maligne entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout optimisé, l'espace, le rangement. Ils ont casé des douches dans des coins improbables, mais ça le fait, en fait, ça fonctionne. Voilà, ils ont eu le coup d'œil pour tout optimiser. Et, non, c'était très intéressant comme visite ce matin. Oui. Non, ils ont tout Enfin, peut-être qu'ils en ont eu, je ne sais pas, mais en tout cas, tout a été traité, remis. Non, c'est agréablement surpris, en fait. Voilà. Quand c'est l'inverse, je sais le dire, mais... Oui, il passera sans doute Monsieur Souche voir, contrôler les extérieurs notamment. Mais non, voilà, il y a des gens qui savent faire. C'est un métier de savoir rénover ce type de bien. Et quand lui, il en a, voilà, c'est des personnes qui en ont fait tellement que ils voient tout de suite ce qu'il faut faire et ils le font à un coût raisonnable pour un prix de sortie. Voilà, qui reste moins cher aujourd'hui que du neuf sur le marché et nettement moins cher que du neuf. Donc plutôt intéressant. On continue ? Donc on aura forcément d'autres délires. Voilà, il y en aura 9 en tout. Voilà. Et donc le local commercial va être mis en vente et puis on verra s'il y a un acheteur privé, on le laissera partir et puis s'il n'y a pas, on se reposera la question si on doit l'acquérir ou pas. Hein ? Il y en a qu'une, celle qui est rue du Maréchal Leclerc. L'autre a été transformée en logement. Complètement. Voilà. Finalement, ouais. À l'intérieur, tu vois plus la porte. Ouais. Et ça, c'est un triplex du coup qui est très intéressant, qui est très atypique. Ouais. Mais c'est très très sympa avec. Il y a un dénivelé, des demi-niveaux. Alors, faut aimer. Il y a des marches partout, mais c'est très sympa. On continue. Allez, 2025-03, c'est au 22 rue de la Croix-Pontmain, une parcelle de 430 mètres carrés concernant cette habitation, donc pas de préemption. La 2025-04, on est aux Petites Bonnes Maisons, parcelle de 1073 mètres carrés. Voilà, on va commencer effectivement là aussi concernant les projets à venir de cette ZAC multisite. Donc pas de préemption. 2025-05, une parcelle de 1272 mètres carrés aux Petites Bonnes Maisons également. Donc là, c'est les découpes qui sont commercialisées. Pas de préemption. La 06, 2025-06, une habitation aux 4 rue des Mouettes, une parcelle de 355 mètres carrés. Pas de préemption. La 2025-07, une habitation qui se trouve rue des Étangs, une parcelle de 380 mètres carrés. Là aussi, on a quelques opérations de densification sur le secteur. Pas de préemption. La 2025-08, une habitation qui se trouve rue de la Croix-Guillemet. Les appartes. Ouais. Pas de préemption. 2025-09, on est au 16 Square Sainte-Anne, une superficie de 561 mètres carrés. C'est un des logements là-bas. Donc pas de préemption. Et la dernière DIA 2025-010, une habitation, 1 allée des Ajoncs, une parcelle en drapeau là, de 1025 mètres carrés. Pas de préemption non plus sur cette parcelle. Voilà pour ce qui concerne les préemptions. Merci beaucoup. Des questions ? Très bien, écoutez, on en a fini avec cet ordre du jour. Je n'ai pas de points spécifiques à évoquer dans cette fin de conseil. Les nouveaux habitants, mais je ne sais plus quand c'est. Mais bon, voilà. Le 8 mars, donc voilà, ce sera le point. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de la réunion de commercialisation de la ZAC qui aura lieu samedi matin.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À très bientôt.